Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, la vidéo risque d'être riche car je vais vous parler d'un film fascinant qui fête ses 30 ans, sorti en 1995, La Cité des Enfants Perdus. Deuxième long métrage du duo Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet, quelque part leur dernière réalisation ensemble, même si Caro aidera Jeunet sur Alien 4 au niveau de la direction artistique. Au scénario, on a leurs collègues, alors pour certains qui ont suivi l'un et pas l'autre, etc. Par exemple, Guillaume Laurent continuera avec Jeunet, tandis que Caro, il fera qu'un long métrage de toute façon après. Et Gilles Adrien aussi présent, donc c'est quand même plusieurs personnes qui écrivent une histoire ici très extravertie. C'est un mot qui est joli pour un film de cinéma, qui balance entre science-fiction, dystopie et fable sombre, lugubre, mais avec une touche de romantisme, d'onirisme, peut-être réalisme poétique aussi. Et bien sûr, vous avez pensé à des œuvres plutôt d'un ancien cinéma français. Pas que, parce que ça regarde aussi vers ici un avenir, quelque part, voilà, qui pourrait être l'avenir de l'humanité, vu toutes les technologies qui sont mises en branle là, parce que la science est convoquée, pas forcément de façon très positive. Au casting, nous retrouvons, comme d'habitude, chez Jeunet en tout cas, voilà, parce qu'il sera aussi sur le premier long en solo de Marc Caro, Dominique Pinon, en multiples exemplaires, puisqu'il joue des clones. Mais les rôles principaux, si on veut, sont tenus par Ron Perlman, oui, qui ne parlait pas français, il a dû apprendre phonétiquement ses répliques, ça donne un cachet particulier à son personnage d'ailleurs, et la jeune, à l'époque, Judith Vité, qui n'a pas fait beaucoup de métrages dans sa carrière, à l'époque, puis depuis, plus trop. On va reconnaître aussi la gueule extraordinaire de Daniel Émile Forque, qui va être l'antagoniste, que j'avais beaucoup apprécié dans un film précédent, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, et qui là est assez flippant. Et un peu triste, pathétique aussi, il y a toute cette idée dans la vanité, pathos d'un génie fou qui est en train de déprimer parce qu'il n'arrive pas au bout de ses peines. Jean-Claude Dreyfus aussi, est là, qui était l'antagoniste dans Délicatessen. Le duo Geneviève Brunet, Odile Mallet, qui interprète des sœurs jumelles siamoises à la pieuvre. Et puis vous allez reconnaître aussi Rufus, Tiki Olgado, François, Gilles Lazaro, aussi des habitués du cinéma du duo, sans oublier la voix de Jean-Louis Trintignant qui interprète un cerveau. Cerveau qui en dit long, je pense, sur beaucoup de choses. Bon, le film, voilà, part un peu dans tous les sens, cette vidéo va le faire, déjà dès son introduction, pardon. Difficile de brasser toutes les thématiques, on peut faire des analyses ou des pistes de lecture très différentes. Des films comme ceci, on n'en a pas 36, surtout en France. Et beaucoup l'ont rejeté, comme d'autres l'ont adulé. Moi, j'ai toujours aimé ce Brûlot, et cette relecture me fait poser peut-être d'autres questions, peut-être me fait réfléchir autrement, et remet beaucoup de choses en perspective, forcément, mais ça reste assez formidable à questionner au sens large. Donc l'histoire, pour faire simple, on va vraiment faire un petit synopsis, sinon voilà. C'est celle de Juan, qui est un forain, un colosse, qui arrive dans cette ville perdue au milieu de nulle part, la cité des enfants perdus, mais elle n'a pas vraiment de nom en fait. D'ailleurs, ville reproduite dans un studio, comme on le faisait aussi avant. Je vais revenir sur ce point très vite. Bref, il rencontre la petite Miette, qui est une orpheline, qui est, on va dire, utilisée par ses sœurs siamoises et tout pour voler des choses. Mais surtout, Juan, il a perdu son petit frère, qui s'appelle Denré, mais bon, c'est petit frère, toujours dans le film, qui a été kidnappé par des cyclopes, une sorte de secte underground qui revend, entre guillemets, ses enfants à des scientifiques qui sont sur une plateforme au milieu de la mer, complètement isolés, dans leur huis clos mental, quoi, enfin des scientifiques. Le timbré crank génie qui n'arrive plus à rêver, donc qui est joué par Daniel Émile Forque, les clones autour, et le personnage de Marthe, c'est ça, il me semble, qui est interprété d'ailleurs par Mireille Mossé. Et on est en plein freak show global, là, entre le colosse de la fête foraine, Marthe qui est de petite taille, les siamoises, on est dans ce délire. Et donc, l'idée c'est que Juan retrouve son petit frère et l'empêche
de peut-être mourir, parce qu'il va être utilisé pour capter les rêves, et pour que Krang puisse rêver, et rester jeune, en gros, ne pas mourir, c'est cette idée, quoi. Et évidemment, une amitié très forte va se nouer entre l'adulte One et la petite Miette, avec des moments un peu cringe par moments, mais c'est dans l'attachement, au sens propre et au sens figuré d'ailleurs, à un moment du film. Et on est dans un univers absolument fou, avec la direction artistique de Jean Rabas, oui, on peut le citer, mais éventuellement Marc Caro, et puis la photographie de Darius Khondji, enfin, il y a toute une équipe là, les effets numériques de Pitoff, oui, avant qu'il fasse Vidoc. C'est assez extraordinaire tout ça. C'est un univers à part entière qui peut, on va dire, déranger comme faire rêver ou cauchemarder, dans le sens où c'est vrai que le réel semble pas trop là, mais il y est aussi. C'est un peu ça le cinéma de Jean-Pierre Jeunet. Et le Marc Caro, alors, la caution de Marc Caro, sur ces 2 longs métrages, c'est le côté dystopie SF. Après, Jeunet sans Marc Caro, il sera plus sur le terre-à-terre, ce qui va peut-être moins marcher pour pas mal de gens. Même si, vraiment, est-il toujours dans la réalité, Jeunet? Bon, récemment, il a fait Big Bugs, qui était un désastre, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais ce qui est assez fascinant là, c'est qu'on a un monde Jeunet-Caro, qui est poussé à l'extrême par rapport à Délicatessen, qui était déjà très fort dans ce huis clos, sorte d'Uchronie post-guerre. On aurait imaginé que ça se passe dans un futur après la Première Guerre mondiale, mais notre passé. Enfin, là, on sait pas trop. C'est hors du temps, ça pourrait être l'avenir, oui, ça peut être aussi une autre forme de passé alternatif, puisque quand on entend les enfants, notamment, quand la gouaille parisienne, comme ça, des petits trucs qui ramènent donc, et c'est là la première chose qu'on voit dans le film, à ce que les gens appellent le cinéma de papa. Bon, parce que j'en ai récemment parlé de Marcel Carné, donc c'est presque pas un hasard que j'ai vu des carnets, c'est peut-être inconscient, avant de vous parler de La Cité des Enfants Perdus, parce qu'il faut le savoir, Jeunet est un grand fan de ce metteur en scène. Ici, il y a clairement, on va dire, une référence probable au Quai des Brumes, pas uniquement sur le fait studio, ambiance, parce qu'il y a ça, mais il y a aussi cette fête foraine, là. Alors, il faut savoir que Jeunet lui-même s'est battu, je crois, pour récupérer des archives aux États-Unis de Carnet pour les rapatrier en France. Et quelque part, Jeunet et Caro, donc ici, matérialisent une idée que Carnet et Prévert n'ont pas pu aboutir. Je crois que c'était en 1947. Ils avaient envie de faire le film qui s'appelle L'île des enfants perdus, qui a été interrompu en plein tournage car budget dépassé, des problèmes, etc. Qui reprenait quelques bases de l'intrigue avec des enfants un peu révoltés, quoi, qui allaient pousser une révolte ou autre. Enfin bon, bref. Et là, c'est un petit peu là, c'est l'hommage de l'hommage, quoi, en mode bon. Et j'aime le cinéma de Carnet, je le montre, c'est ce qu'il fait, Jean-Pierre Jeunet. Y compris dans certains tropes. Oui, bon, la fête foraine, bien sûr, à un moment, il va y avoir une prostituée, et puis le phrasé, le parler. Et derrière, on a aussi ce regard vers l'avenir, et ce questionnement, cette inquiétude envers la science. Ce qui, d'ailleurs, peut ne pas plaire. La méfiance de Jeunet envers la modernité et le progrès, ce qui fait que, je pense, malgré lui, parce que chez Jeunet, il y a une forme de maladresse et de naïveté qu'on retrouve chez ces personnages, et pas que dans Amélie Poulain, pas du tout. C'est que il y avait un petit peu cette idée de rester humain face à certaines choses. Garder ce rêve, garder cet imaginaire d'enfant. Et pour lui, la science, manipuler n'importe comment, ici, trifouiller les rêves des gens, donc kidnapper des enfants pour ça, faire des tests, quoi. Les clones, le clonage, on voit derrière qu'il y a un créateur, bon, il y a le cerveau qui se pose la question. Pour moi, le cerveau dans le film, c'est une allégorie, enfin c'est une représentation de Jean-Pierre Jeunet. D'ailleurs, le cerveau qui filme avec sa caméra, à un moment, il y a un personnage qui va tomber sur la caméra de Jeunet et du cerveau. Oh, je ferai une dizaine de spoilers pour ça quand même. Il y a cette idée de, on est là, on est dans le réel ou pas, justement on sort du réel pour montrer qu'on peut avoir peur de cette perte d'humanité et qu'il faut se battre grâce au rêve, grâce à un contact humain, pour éviter de tomber. Et c'est vrai qu'ici, la science, parfois, est vue de ce regard-là par Jeunet, mais il l'utilise uniquement ici à des termes néfastes, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les progrès et tout. Donc oui, on l'a qualifié de réac, c'est ça que je voulais dire, voire plus, notamment, alors, je comprends pas trop, sur Amélie Poulain, ça a été récupéré, bizarrement peut-être, parce que c'est pas vraiment le réel, donc ça a posé des soucis, mais justement, c'est parce que c'est pas tout à fait le réel que ça peut pas être non plus que réac. Et bon, c'est vrai que Big Bug récemment, là, il a dévié. Faut dire que Jeunet, je pense que passé les années 2000, il n'a plus su vraiment s'inscrire dans son temps et dans son époque. Déjà là, c'était limite.
mais ça marchait encore dans l'imaginaire et tout, notamment au cinéma. Alors, on est passé dans une ère post-numérique, numérique ici qui est utilisé, non pas pour la première fois, mais avec j'ai envie de dire, une approche très innovante pour l'époque, même que des studios américains s'en inspireront, des metteurs en scène et autres, Del Toro, même les sœurs Wachowski, enfin il y a plein de gens qui ont récupéré cette idée-là, un petit peu, plus ou moins consciemment, dans la production, dans l'écriture, dans la mise en place, dans la mise en scène de certaines œuvres par la suite. Et c'est vrai que là, ça a marché. Ça marchera pour moi jusqu'à... Allez, un long dimanche de fiançailles quand même, parce que là, pour le coup, il questionne aussi l'histoire, parce qu'il était fasciné par la Première Guerre mondiale, mais c'est vrai qu'après, ça sera plus compliqué. Enfin, ça dépend. Donc là, c'est extraordinaire, en fait, parce qu'il y a ce mélange perpétuel entre le passé et le futur dans un présent qui n'existe pas vraiment. Ne cherchez pas un questionnement social direct, quoique derrière cette humanité, garder cet apport au rêve et protéger les enfants aussi de certaines expériences, tout ça, bon, garder la possibilité d'être là, du concret, du palpable et de l'organique. C'est pour ça que le film est à la fois organique et dans le numérique. Voilà, avec ces histoires de puces, plein de choses, les rêves qui se déforment, qui se dilatent. C'est passionnant ça. Ça rappellera les choses qui seront faites après. Il y a presque un côté post-lynchien de l'époque, parce que je pense que Jeunet a dû apprécier les films pré-lynchiens avant celui-ci. Peut-être Eraserhead, mais c'est pas tout à fait pareil non plus. Mais il y a plein de petites touches comme cela, mais Jeunet surtout et Caro, ensemble, installent leur univers. Donc c'est ça qui est fort. Après, évidemment, tout ce qui peut être thématique, symbolisme, tout ça, il y en a plein. Et je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, parce que c'est compliqué à chaud. Enfin, à chaud, non, parce que je connaissais le film avant, mais en impro... L'idée, oui, un petit peu de la mythologie, des contes, évidemment, les contes, les fables. On n'est pas loin d'une sorte de conte de Grimm, là, mais à la française. C'est vrai que ça a fait franchouillard par moment, on sort même le saucisson. C'est dire. C'est limite comme s'il y avait une petite parodie derrière, dans l'idée d'aller au bout du délire, quoi. Ça peut faire vieille France, mais regardez l'ambiance du film ensemble, au global, quoi. C'est pas que ça. Et derrière... la folie, quoi. Et l'idée de la mécanique. C'est un artisan. Jeunet et Caro étaient des artisans ensemble, voilà. Et il y a cette mécanique du film qui va d'ailleurs l'inscrire dans la boucle. Il y a beaucoup de boucles. Et comme souvent chez Jeunet, le hasard avec les causes et les conséquences, presque un effet papillon, là c'est avec une larme. On se rappelle dans Amélie Poulain aussi comment elle découvre le truc derrière, voilà, pendant la mort de Lady, tout part de là. Ou dans le photomaton, même dans Délicatessen, l'idée de la mécanique, là c'était quasi sonore, sur deux qui font crac-crac et hop, ça fait une musique, comme ça, et derrière, oui, c'est ça, hop, d'une coïncidence va naître quelque chose, et après, de fil en aiguille, comme un effet domino, tout va se mettre en place, et c'est beaucoup ça ce film. C'est-à-dire que peut-être certaines personnes pourraient dire que c'est écrit avec des grosses ficelles, oh là ça tombe bien, mais c'est l'effet Jeunet ça, et ça l'inscrit d'ailleurs dans le conte, dans la fable, même si c'est parfois dur, sombre, absurde aussi, et drôle, avec le personnage de Dominique Pinon. C'est presque des clowns, les clowns, là, en soi. D'ailleurs, l'idée de double entre les clowns et les siamoises. L'idée de ça aussi, de la non-humanité dans ces personnages. C'est vrai qu'il questionne la déshumanisation globale dans cette mécanique aussi. Et c'est passionnant. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Spoiler rapide. Parce que j'ai envie de revenir sur un truc, une scène en particulier, enfin au début, et qui a un écho, qui boucle la boucle. C'est cette scène d'intro, grosso modo, c'est la première, il me semble, d'un rêve où on voit Père Noël qui débarque, et en fait il y a d'autres Père Noël, donc derrière, la duplicité de quelque chose qui doit être unique dans le rêve d'un enfant transforme ce rêve en cauchemar. C'est comme ça qu'on apprend que Crank ne peut pas rêver, et que ça se termine toujours en cauchemar quand il essaye d'extraire les rêves des enfants. C'est-à-dire qu'il fait peur aussi. Donc il y a cette idée du Père Noël. Père Noël qui va s'enrayer un moment dans une boucle, où il chante Petit Papa Noël, tout ça, c'est assez burlesque, c'est pathétique. Je parlais de pathos tout à l'heure, c'est un personnage à la fois vaniteux, fier, perdu, déprimé et pathétique. On pourrait presque plaindre en fait, mais en fait on peut pas. C'est le cerveau qui presque pourrait le plaindre, mais en fait il va pas se le plaindre, il va essayer de se libérer ce cerveau, ce qui est très amusant. C'est le personnage qui est dénué de corps là, qui est le plus humain parmi eux, peut-être. Et il y a cette scène où Petit Papa Noël et tout, et le disque est rayé à un moment. Et c'est marrant parce qu'il chante en rythme avec l'enrayage du disque. Et en fait, ça va avoir un écho avec la scène finale. Donc il y a cette scène d'intro, du rêve, cette scène de chant enrayé, et une scène finale de rêve, où pour faire simple, on va pas aller loin dans l'intrigue, pour libérer le petit frère machin, Miette va prendre la place dans la machine à rêve, et il va y avoir un échange où dans le rêve, dans le cauchemar, Miette va vieillir, et Crank va rajeunir, c'est ce qu'il veut, il veut pas vieillir, quoi. Et il y a une idée d'échange là qui est terrible,
Il sait que la boucle se boucle, mais du coup ça va le tuer. C'est là où il va mourir, c'est lui qui meurt sur la caméra du cerveau donc de Jeunet. Et ce qui est terrible d'ailleurs, c'est presque Benjamin Button en fait. Hein. Dans l'idée, c'est un peu ça, sur le moment. Bon, le roman existait déjà, pas le film, pas le roman court, hein. La nouvelle, hein, c'est une grande nouvelle à la base, hein, Benjamin Button. Et cette idée est extraordinaire d'écho là, et comment du coup la boucle se boucle jusqu'à la mort en fait. Hein, non. Et on voit à un moment, il y a une espèce de truc qui s'enraye comme sur le disque plutôt. Et comme l'idée que le rêve va se transformer en cauchemar. Donc il y a pas de choses et tout. Puis bon, à la fin, bah, oui, il y a voilà, ce scaphandrier plongeur qui est en fait le créateur, l'original des clones et qui vient se venger d'avoir été dépossédé de ses possessions par Crank et Martha. Oui, bon, il y a une mort ironique à la fin où finalement il n'a pas envie de mourir, mais il va mourir quand même, hein, parce que c'est la sombre ironie du truc. Après tout, c'est lui qui a créé le bazar, malgré lui peut-être ou pas, il avait peut-être des mauvaises intentions avant, donc il n'y a pas de rédemption possible. C'est la moitié qui actionne, alors qu'il allait peut-être annuler finalement son idée. Et le film se termine, et ça je trouve ça très fort, ça dit long, hein, ça en dit long, sur un rot du personnage du petit frère, là, que Denré, hein, un rot parce qu'il bouffe beaucoup, c'est un glouton, hein, le gamin, et il rote souvent, et là il rote, pouf, fond comme ça, il y a une fermeture en iris, hein, c'est ça, et le film se termine sur le rot d'un enfant, qui nous fait dire que, voilà, restez les enfants, voilà, c'est important. Point de vue de l'enfant pour finir, c'est peut-être ça l'idée aussi. Je ferme la zone spoiler, voilà, beaucoup de choses à dire hein, sur la cité des enfants perdus, beaucoup. J'ai essayé de débrayer certaines choses, de déployer certaines idées et tout. Évidemment, c'est limité, puisque en analyse, là en impro, c'est compliqué. Mais n'hésitez pas en commentaire à rebondir sur certaines choses et donner votre appréciation globale, hein, que ce soit sur la direction artistique, la forme, le fond peut-être. Est-ce que c'est trop loin du réel? Est-ce que Jeunet vous paraît réac déjà avec ce film, ou même avec Délicatessen? Un jour, je reviendrai sur le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je sais que je ne me ferai pas que des amis, parce que c'est un film qui, au fur et à mesure des années, est de moins en moins aimé. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on l'avait qualifié de trop Front National. Il faudra que je ressorte cette anecdote quand je parlerai du film, parce que c'est vrai. Ça a été vraiment dit, je crois par un critique à l'époque. Mais bon, passons. C'est vrai que Jeunet déjà paraissait un petit peu old school, parce que peut-être qu'il il voulait pas aller trop dans le réalisme. Et finalement, il subissait aussi, quelque part, indirectement, ce qu'avait subi Marcel Carné à une époque. Je crois que c'est sur le Quai des Brunes, où Jean Renoir lui-même disait qu'il était peut-être un peu réac là à ton film. Ouais, comme quoi. Après, je crois que Jean Renoir et Marcel Carné se sont bien rabibouchés, mais c'est que Carné est passé pour ce que Jeunet a subi aussi. Mais c'est vrai, bon, quand tu te méfies de la science, ou que tu fais voilà, que tu veux t'enfermer dans l'imaginaire, ou le côté un peu naïf des choses par un regard qui est souvent sorti du vrai réel, ça peut ne pas plaire. Et c'est logique. Mais bon, l'imaginaire avant tout, peut-être, pour Jeunet, pour sortir peut-être de ce monde peut-être moderne dans lequel il vivait, dans lequel il vit, qu'il n'aime pas tant que ça. Et c'est vrai que sur Big Buck, ça commence à se voir un peu trop, mais pas de la bonne façon. Et ça, c'est un autre débat. Puis j'en ai déjà parlé de Big Buck, de toute façon, à l'époque, en podcast. Allez, à vous la parole. J'ai même pas parlé de la musique, parce qu'elle est magnifique, hein, mais bon, il y a plein de choses. J'ai oublié plein de choses. Donc, à vous de me dire ce que je n'ai pas dit. Putain, c'est la musique d'Angelo Badalamenti, c'est vrai. Je pensais à Lynch tout à l'heure, hein, j'ai fait un rapport avec Lynch, mais il est là aussi. Mais c'est pas des compositions forcément à la Lynch non plus. Mais il y a des liens, bien évidemment. Et je pense qu'il ne l'a pas... Enfin, je sais pas s'il l'a choisi par hasard, mais bon, en tout cas, Badalamenti, il sera aussi sur un long dimanche de fiançailles, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, bref, allez, à vous la parole, j'ai trop parlé, peut-être un peu trop pour rien dire parfois, mais c'est pas grave. C'est aussi ça la magie et la limite d'impro ciné-critique. Peut-être à l'image du cinéma de Jeunet, je ne sais pas. Allez, à la prochaine, ciao.